Aussi, en postpartum, des bonnes hormones. Si on a envie, il faut y aller, quoi. Ouais, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, happy mommy, happy baby. Oui. C'est ça. On n'a juste pas le même équilibre et la même souplesse avec un gros ventre, quoi. Ouais. Il faut être imaginatif au niveau des... Voilà. Il y a toujours moyen de s'arranger. Il y a des problèmes, on peut trouver des solutions. Voilà, Il ne faut pas se créer des faux problèmes pour rien, quoi. Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Chers intimes, je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 3e épisode de notre série spéciale du moment enregistrée au Salon international de la lingerie. C'est aussi et surtout la première table ronde créée pour ce podcast et je suis honorée d'avoir reçu pour l'occasion 3 mamans et entrepreneuses, Delphine, Julie et Océane. Ensemble, nous avons parlé de leur expérience autour du postpartum et plus particulièrement de la nuit de la Java, des challenges de l'allaitement, de l'intimité pendant la grossesse et après bébé, de coparentalité, de congé de naissance, de rapport au corps et de l'équilibre délicat à trouver entre femme, maman et amante. Merci de tout cœur à ces 3 femmes qui ont accepté de se livrer au micro de Terres Intimes alors que nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant et que nous étions entourés de stands dédiés au bien-être intime, aux sextoys et au massage. Ça, vous l'entendrez un petit peu aussi. Merci à elles pour leur authenticité et leur récit. Si vous souhaitez soutenir les témoignages de Terres Intimes et permettre au podcast de continuer à faire rayonner des voix et des intimités multiples, n'oubliez pas de vous y abonner et de lui mettre 5 petites étoiles. En plus, cela vous permettra de ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute de cette interview, tout en simplicité, en liberté et en douceur. Bonjour à toutes les 3. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui au Salon international de la lingerie et surtout au micro de Terres Intimes où on va avoir la joie de parler de 2 sujets que j'adore qui sont le corps et le postpartum. Merci de prendre ce temps dans ce jour un peu de folie qui est le premier jour de salon. Je voulais faire une petite introduction et rappeler quelques définitions du postpartum pour poser le cadre. Donc au niveau médical, le postpartum, c'est la période qui désigne 6 à 8 semaines après la grossesse et l'accouchement entre la sortie du placenta et le premier jour des règles. Mais depuis quelques années, on voit des redéfinitions du postpartum, notamment depuis l'arrivée du hashtag Mon Postpartum, qui a été notamment créé par Ilana Weisman avec d'autres personnes. Mais je parle d'elle parce que je vais utiliser une citation, elle, dans son livre Mon Postpartum, elle définit ça. C'est cette période qui débute après l'accouchement, mais dont la durée reste indéterminée selon les définitions et le vécu de chacune, et c'est le grand tabou de la maternité. Il faut arrêter de passer sous silence les difficultés et les remous des suites de couches, car c'est cacher la douleur, la souffrance, physique ou psychique, qu'éprouvent les femmes après l'arrivée de leur enfant. Aujourd'hui, on parle d'une durée de postpartum de 2 à 3 ans, qui n'a rien à voir avec les 6 à 8 semaines qui sont indiquées par le corps médical. Donc, la grossesse, l'accouchement, ce sont des expériences qui changent le corps, le rapport à l'autre, à l'intimité. Et vous êtes là aujourd'hui parce que j'ai envie de partager avec vous, de comprendre votre vision du postpartum et comment accompagner les femmes à se réapproprier leur corps s'il y a ce besoin. Mais pour commencer, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table où vous pouvez chacune vous présenter et nous dire pourquoi vous travaillez aujourd'hui dans le domaine du postpartum? Donc on peut commencer par Julie. Donc, bonjour Juliette, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Julie, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants de 5 ans et de 2 ans et demi. Et donc, je suis la fondatrice de la marque Callisto, qui est une marque de lingerie d'allaitement qui peut déjà se porter pendant la grossesse. Et en fait, ce qui m'a menée là, c'est mon propre postpartum, surprise. Et le fait justement, ça m'a beaucoup choquée en fait pendant mon premier postpartum, le fait de me sentir complètement invisible. Et ça passait notamment par le manque de vêtements appropriés à l'allaitement et au postpartum, dans lesquels je puisse me sentir moi-même. Et pour moi, c'était un grand moment de changement d'identité aussi, donc je pense qu'on va pouvoir développer ça pendant l'épisode. Donc je passe la main du coup à ma voisine. Bonjour à toutes. Donc moi, je m'appelle Delphine Di Rosa.
J'ai 32 ans et j'ai 2 enfants, donc aussi de 5 ans et 2 ans et demi, un petit garçon et une petite fille. Et donc moi, je suis la fondatrice de Flatté. C'est aussi de la lingerie d'allaitement avec une petite particularité, c'est qu'elle est absorbante pour absorber les fuites de lait. Et donc j'ai aussi créé ce produit par un besoin personnel que j'arrivais pas à combler. Aussi parce que je me suis sentie très infantilisée quand j'ai dû acheter de la lingerie d'allaitement. Je changeais d'identité en devenant mère, mais aussi j'arrivais pas à savoir à quel moment est-ce que j'allais redevenir femme. C'était vraiment mon ressenti à moi, donc on en parlera aussi, mais voilà. Bonjour à tous, alors moi c'est Océane, j'ai 32 ans et je suis maman de 2 bébés. Donc je suis actuellement en postpartum. Donc j'ai une petite fille de 2 ans et demi et un petit garçon de 11 mois. J'ai commencé à créer Mamanoa à la naissance de ma fille. Donc Mamanoa, c'est un peu pour soutenir et sublimer les mamans pendant leur allaitement. Donc c'est une marque de chemise d'allaitement. Merci beaucoup. C'est bien parce que moi, on a des choses différentes. On a de la lingerie, on a des chemises, mais tous autour de finalement l'allaitement ou de la réappropriation du corps qui est tellement importante. Terres Intimes, c'est un podcast qui parle des parcours intimes et qui rentre dans vraiment le récit. Le récit, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que ma première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous avez vécu votre postpartum? Justement, vous avez commencé à introduire les grands changements. Donc, est-ce que vous pourriez le raconter? Est-ce que Delphine, tu veux commencer? Ouais. Vas-y. Alors je pense qu'il y a autant de postpartum qu'on peut avoir de grossesse et de naissance. J'ai pas du tout vécu mes 2 postpartum de la même manière. Donc pour mon petit garçon qui arrivait, j'aurais aimé tout faire parfaitement et je me suis mis beaucoup de pression. C'était pas des plus simples, j'avoue. Alors que pour ma fille, j'avais beaucoup plus confiance. Et donc ça joue beaucoup. Je pense qu'entre le premier enfant et ceux d'après, je pense aussi que ce qu'on a vécu à la grossesse et l'accouchement impacte aussi beaucoup le postpartum qu'on peut avoir. Tout à l'heure, ça m'a fait sourire quand tu disais entre 2 et 3 ans, parce que du coup, je me suis posé la question, est-ce que je me sens encore en postpartum parce que ma fille a 2 ans et demi? Je ne crois pas, mais peut-être depuis pas très longtemps. Et en même temps, je dis toujours que j'ai aussi encore un bébé. Elle peut avoir 2 ans et demi, mais j'ai encore le sentiment que c'est un bébé, notamment parce que, voilà, les nuits, vaste débat, et les nuits ne sont pas encore réglées, donc... Est-ce que je suis encore en postpartum? Peut-être. Et tu disais tout à l'heure que ça avait été difficile de connecter la mère et la femme. Comment cet équilibre, il est arrivé? De quel outil tu t'es servi? Eh ben, faut savoir que quand les 2 fois où j'ai accouché, j'ai eu vraiment un sentiment animal, quoi. Donc d'extrême protection de mes bébés, de fusion totale. Alors je pense que l'allaitement et les hormones m'ont vraiment... Mais j'adore cette période. Enfin, si on me demandait de re-signer, je repeuplerais le monde, je crois. Parce que j'aime ce sentiment-là presque de faire qu'un avec son bébé, même quand son bébé est là. Ces hormones-là qui nourrissent, enfin voilà. Mais du coup, le problème, c'est que ça va pas trop laisser de place à mon mari. Et donc pour ça, j'ai lu beaucoup de bouquins, notamment des bouquins d'Anna Roy, des bouquins sur le postpartum. J'ai suivi des comptes Insta, chose que j'avais pas fait la première fois, mais voilà, pour moi, lire et me dire que j'étais pas toute seule, que c'était normal, que c'était pas un problème, mais que c'était aussi hormonal et instinctif, ça m'a aidé à en prendre conscience, quoi. Et Julie, est-ce que tu veux nous parler de ton postpartum? Alors moi du coup comme Delphine, 2 postpartums très différents. Donc le premier postpartum pour ma fille de 5 ans, en fait volontairement je m'étais renseignée que jusqu'à l'accouchement et j'avais pas vraiment pensé à l'après et puis en fait je voulais pas avoir trop d'infos donc j'ai rien lu, j'ai juste fait une préparation à la naissance pour le côté vraiment la poussée technique entre guillemets, savoir comment changer des couches aussi parce que moi j'étais très inquiète. Je me disais est-ce que je vais y arriver? La réponse est oui, je pense que tout le monde peut y arriver, n'ayez pas peur. Mais ce qui m'a vraiment surprise en fait, donc tout s'est hyper bien passé, mais c'est le côté en fait à un moment j'en ai eu marre de partager mon corps. Donc l'allaitement a été très compliqué au début avec ma fille pendant 1 mois et on était sauvés par un ostéopathe pédiatrique qui du coup a mis les choses en place et du coup j'ai arrêté de souffrir le martyre et c'était beaucoup mieux. Et je pense que cette période-là aussi a été assez marquante parce que ça a un peu donné le ton au postpartum où c'était un peu un postpartum de rébellion intérieure où je me disais mais en fait je pensais pas que ça allait être comme ça, je pensais qu'être maman ça allait être beaucoup plus cool, enfin j'avais un peu des illusions comme ça qui me sont revenues à la figure et j'adore mon bébé et c'était vraiment hyper fusionnel aussi. Mais ouais, c'était dur psychologiquement aussi par ce changement identitaire. Alors par la suite j'ai découvert que ça s'appelait la matrescence, notamment grâce à un podcast.
Et oui, pour moi, ça a été vraiment un changement, un moment de changement très très profond aussi dans ma personnalité, dans ma façon de voir le monde. Et j'étais très très frustrée par le fait que c'était un truc complètement invisible jusque-là, notamment que les mamans postpartum n'étaient pas visibles et qu'on commençait à discuter de l'allaitement dans l'espace public, qui pour moi n'aurait jamais dû être un sujet, mais qui malheureusement l'est. Et en 2019, il n'y avait pas grand-chose pour s'habiller. Et voilà, je suis pas non plus une méga modeuse, mais d'avoir des soutiens-gorge genre couleur beige, en coton, voilà, des filles pas très loin de quoi je parle, qu'on est toutes les deux en train de combattre. Pour moi, c'était assez dur. Et du coup, d'avoir partagé mon corps pendant la grossesse, puis de le repartager avec l'allaitement, et du coup, être très bridée dans ma liberté, j'ai eu du mal à le vivre. Et par contre, pendant le second postpartum, c'était pas du tout le cas. Du coup, j'étais beaucoup plus apaisée, je savais ce qui m'attendait, j'étais prête, et l'allaitement s'est hyper bien passé depuis le début. Et ouais, ça avait rien à voir en fait. Comme quoi, savoir aide, avoir conscience de ce qui arrive aide beaucoup. Et Océane, tu es en plein dans le deuxième postpartum. Oui. Comment ça va? Ça va. Je survis. Non, ça va. Donc moi, à la base, je ne voulais pas d'enfant. Donc l'envie, elle est arrivée progressivement quand j'ai rencontré mon mari. Donc on a eu un petit bébé très rapidement. Je m'étais pas du tout renseignée en fait sur l'avant, pendant, après. Je voulais pas allaiter. Voilà. Et en fait, quand on m'a posé mon bébé, sur moi, l'allaitement s'est mis en place. Je suis devenue maman tout de suite, en fait. Il y a eu vraiment un truc magique qui s'est passé. L'accouchement s'est super mal passé, mais pourtant, j'ai très bien vécu tous les moments, que ce soit avant et mon postpartum. Je pense que ce qui a fait que ça se soit bien passé comme ça, c'est que on a continué, en fait. J'ai continué à sortir, j'ai continué à voir du monde. J'ai un peu continué ma vie d'avant, mais avec mon petit bébé. Voilà, avec mon mari, on est un peu des aventuriers en fait. On est tout le temps partout et on reçoit beaucoup aussi. Donc voilà. Et mon deuxième postpartum, du coup, je suis retombée enceinte très rapidement, puisque les deux ont 20 mois d'écart. Donc deuxième postpartum, accouchement au top. Du coup, comme si j'ai deux expériences différentes. Et je trouve que ça se passe aussi super bien en fait. On entend beaucoup de choses sur le postpartum, il faut en parler en fait, mais j'ai l'impression qu'il faut aussi parler des postpartums où ça se passe super bien quoi. Moi je veux dire, demain pareil quoi, je re-signe tout de suite quoi. Mon mari est pas trop d'accord pour l'instant, mais j'adore. Et pourtant j'ai des bébés qui ne font pas leur nuit, mais je sais pas, c'est comme ça quoi. Et j'ai pas eu trop de soucis j'ai pas eu de soucis particuliers. Ouais. Après, je pense que l'état d'esprit aussi fait beaucoup quand on est des états positifs. On fait tout pour que ça aille bien. Je crois qu'on en parle après de ce qu'on peut mettre en place en fait Oui, dans le complètement. postpartum pour que ça se passe bien en fait. Parce qu'il y a des choses à mettre en place pour que ça se passe bien. Oui, il y a vraiment des outils qui existent pour aider. Et c'est sûr que, en tant que femme qui a envie d'avoir des enfants et qui réfléchit, etc., je trouve ça important pour moi d'avoir des récits vrais de OK, voilà quelles sont les difficultés qui peuvent se présenter. Et en même temps, ça peut aussi bien se passer. Il y a un côté où je me dis, ça rassure et comme tu disais, savoir ce qui va se passer, ça prépare. Donc, merci pour ces retours. Aujourd'hui, vous avez vos propres expériences, vous avez créé des entreprises autour de ce sujet-là. Quels sont les questionnements, les nouveaux besoins, si on peut appeler des nouveaux besoins ou peut-être des besoins qui ont toujours existé mais qui n'étaient pas vraiment mis en lumière? On peut commencer par Julie que je regarde et qui me regarde en mode est-ce que c'est moi qui commence, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui commence? Donc vas-y, tu peux y aller. Du coup, moi je pense que dans le postpartum, ce qui est important, en tout cas moi ce que je perçois, c'est de réconcilier un peu ce côté femme et maman, dans le sens où c'est assez compartimenté encore. Genre, il y a le postpartum où on reste à la maison aussi parce qu'on va se reposer. Mine de rien, un accouchement, c'est pas rien. La vie change, on a un nouveau-né maintenant, il faut en prendre soin et tout. C'est pas pour ça qu'on s'arrête de vivre non plus. Et donc, du coup, concilier un peu les deux. Parce qu'on n'a pas forcément envie de traîner en jogging toute la journée. Après, si on a envie, c'est très bien. J'ai mis aucun jugement là-dessus. Mais parfois, on a peut-être aussi envie de porter autre chose. Et du coup, je trouve ça chouette qu'il y ait beaucoup de marques qui se positionnent sur le marché, notamment de l'habillement, pour la période du postpartum et de l'allaitement. Parce que ça permet de servir cette variété d'identités qui peuvent exister. Et comme Delphine le soulevait, il y a autant d'expériences du postpartum qu'il y a de mamans, en fait. Donc je trouve que ça, c'est cool. Par contre,
Moi, je trouve que c'est très bien aussi de partager beaucoup d'expériences sur le postpartum, encore une fois, qui sont chacune uniques, mais l'effet pervers de ça, en tout cas que moi je ressens très fort, c'est que ça fait un peu peur, parce que du coup on entend beaucoup les histoires qui font peur restent plus dans l'esprit, puis il y a aussi beaucoup d'informations qui sont formulées sous forme d'injonctions quelque part, ou qui peuvent être perçues comme telles, et c'est un peu ce overload d'informations. En tout cas, moi, je fais partie de ces personnes pour qui c'est très, très stressant, en fait. Et je pense que là-dessus, il y a peut-être un juste milieu à trouver, mais c'est un vaste sujet déjà en soi, quoi. Delphine, qu'en penses-tu? Donc je pense que informer c'est important, mais on parle quand même à une cible qui est quand même, alors je dirais pas fragile, c'est pas le bon moment, mais sensible à ces sujets. Donc je pense que nous, notre rôle, c'est aussi d'informer, mais pas de sonner l'alarme, parce que sinon ça peut vite faire peur. Mais par exemple, moi, un sujet, donc pour Maë, mon premier, vraiment, mais personne ne m'en a parlé, c'est ce qu'on appelle la nuit de la Java. Donc les 2 premières nuits, quand on vient d'accoucher et que c'est vraiment compliqué, et ben personne ne me l'a dit. Donc j'ai pas de grande sœur, mais j'ai des cousines, des amis. Et par exemple, ça, ce sujet-là, moi, j'en informe et j'en parle aux mamans, parce que c'est des nuits qui sont potentiellement compliquées, mais qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'on fait mal ou que notre bébé va mal. C'est dans la suite normale et c'est naturel. Et du coup, il y a certains sujets où, voilà, pour moi, informer, c'est pour pas que la maman s'inquiète, mais en même temps, d'informer, c'est aussi des fois compliqué parce qu'on peut informer sur des sujets qui sont compliqués à entendre, mais qui existent quand même. Donc, je trouve que c'est un peu ce qui est un peu compliqué. Et après, ce qui est marrant, c'est que là, on est toutes les 3, et si on réfléchit et qu'on calcule, on a toutes les 3 créé nos entreprises pendant nos postpartum. Et ça montre aussi que, je trouve que ça apporte quand même une force. Je trouve moi, quand je suis devenue maman, j'étais là, mais j'avais envie de défiler dans la rue en mode, mais j'ai fait un bébé, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte? Mon corps a fait un bébé et je me suis sentie puissante, quoi. Donc ouais, c'est ça que ça m'a apporté tout à l'heure. Je parlais des hormones, mais c'était vraiment ça, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, je peux tout faire, tout révolutionner. La lingerie, ça m'allait pas. En fait, je me suis juste levée en me disant, en fait, ça n'existe pas, mais vas-y, je vais le faire. Et je me suis sentie, mais genre Wonder Woman, quoi. Et ça me quitte pas. Donc oui, il y a des fois, en vrai, c'est un peu galère. Mais en fait, en devenant maman, j'ai eu une force incroyable où j'ai l'impression que de toute façon, vu que j'ai fait un bébé, je peux tout faire. Je sais pas comment dire. On dit oui. Moi, je dis truc-là, quoi. Ouais, je dis oui à ça complètement. Ça fait vibrer. Et par pure curiosité, est-ce que tu peux donner 2 mots sur la nuit de la Java? Ah oui, s'il te plaît. Alors par exemple, moi je l'ai vécu comme quoi, quand mon bébé est arrivé, j'étais tellement euphorique que c'était impossible pour moi de dormir, de fermer les yeux. Je regardais mon bébé, je me disais, waouh, j'avais envie d'appeler toutes mes copines, mes parents, mes grands-parents, tout ça, pour dire, mais j'ai fait un bébé. Et après, 12 heures après, quand la nuit après est arrivée, j'ai eu un petit coup, genre je suis un peu fatiguée quand même. Sauf que mon bébé qui était tout mignon et que je regardais depuis 12 heures, lui, il avait dormi pendant 12 heures. Et donc à ce moment-là, lui s'est réveillé en mode, là, c'est le moment où je veux dire à ton corps que j'ai faim et que je veux des câlins et que j'ai débarqué dans un monde que je connais pas et que j'étais au chaud, sans lumière. Et là, en fait, il avait besoin de moi. Enfin, mon bébé avait besoin de moi, avait besoin aussi de téter pour que le lait arrive, pour qu'il ait la montée de lait. Alors que moi, j'étais fatiguée, que je savais pas faire et que moi, j'avais juste envie de dormir. Et quand je dormais 5 minutes et que je me réveillais, j'ouvrais les yeux en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Quel est ce bébé ce bruit-là bizarre? Quel est ce bébé et compagnie? Et du coup, c'est vraiment une différence entre, le bébé arrive, atterrit, et a vraiment besoin de connecter avec le monde dans lequel il est arrivé, le berceau, la chaleur, enfin tout. Et nous aussi, on est aussi beaucoup éprouvés. Et avec l'allaitement, la nuit de la Java, c'est aussi un bébé qui tète beaucoup et qui pleure beaucoup pour que notre corps comprenne que bébé est arrivé et que là, il faut produire du lait, quoi. Donc voilà. Intense. Ouais, c'est le mot, quoi. Intense et en même temps, c'est fort. C'est naturel, mais c'est intense, quoi. Ok. Voilà. Océane. Et moi, j'ai l'impression que mes bébés ont commencé par la nuit de la Java, en fait. Ils sont arrivés, ils se sont mis à téter. Et je les ai, depuis le début, du coup, je les ai tout de suite gardés à côté de moi. Et j'ai l'impression que mon postpartum, moi, c'était vraiment... Il y a la femme sauvage, le naturel, en fait, qui est venu. Et je me suis laissée porter naturellement, sans me poser de questions... par ça, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas vraiment vécu en me disant, il y a cette nuit de la Java. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ça m'a pas spécialement
traumatisée. Toi non plus. Non, moi non plus, mais je pense que j'étais dans un état second. C'est vrai. Après Il y a l'accouchement. l'euphorie aussi. Il y a tellement de choses qui se mélangent. Et puis, moi, j'ai toujours du mal avec le mot naturel parce que je vois tellement de femmes qui me disent que c'était tellement pas naturel que le bébé est arrivé et qu'elles ont dit, elles pensaient qu'il y aurait l'instinct maternel qui allait kikin et que ça allait être hyper facile. Et en même temps, je pense que c'est pour ça que c'est si riche le postpartum, c'est qu'on sait pas comment on va réagir, comme on sait pas comment l'accouchement va se passer. Il y a tellement de récits autour d'accouchement. Alors, ça va se passer comme ça. J'ai une copine, elle était en transe sur un ballon. Elle a dit, j'ai accouché en 3 heures pour mon premier. J'en ai une autre, elle a fait 36 heures. Elle a eu des violences gynécologiques. Donc, on ne sait pas. Mais c'est chouette de savoir en tout cas que ça existe, que ça peut exister et que sur le moment, c'est comme vous dites tout, l'équilibre entre se laisser porter par ce qui arrive et en même temps savoir à quoi on peut se préparer dans tout ça. Mais en tout cas, pour toi, les besoins que tu as identifiés ou que tu identifies aujourd'hui dans le travail que tu fais, tu dirais que c'est quoi peut-être la chose la plus importante pour toi pour accompagner les femmes? Je pense que c'est déjà redonner la place des femmes au niveau, leur redonner de l'action pour ce moment-là. En fait, j'ai l'impression que c'est compliqué parce qu'on leur enlève, on leur fait pas confiance. Les femmes, elles ont pas confiance. On entend beaucoup de femmes et que ça se passe pas bien parce que elles se posent tellement de questions parce qu'on leur a enlevé leur confiance en elles, en fait, à ce moment-là. Donc, je pense que l'important, là, c'est vraiment de redonner confiance aux femmes, qu'elles se fassent confiance, qu'elles fassent confiance à leur bébé. Et je pense que c'est juste ça, en fait, qui manque. Et après, il y a plein d'autres choses autour qui est mis en place de nos jours en postpartum pour prendre soin de soi, je pense, dans l'accompagnement. Si on veut, il y a plein de choses au niveau du bien-être, que ça soit l'ostéopathie, de la kiné, pour maman, pour bébé, des massages. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses actuellement. D'ailleurs, Julie, ça me fait penser tu nous dis si c'est OK pour toi de le partager, par rapport à l'ostéo qui t'a aidé avec ton bébé. Qu'est-ce qui t'a transmis comme conseil que tu pourrais partager? En sachant que tous les conseils sont à prendre en fonction de notre vécu, mais est-ce que tu voudrais partager le moment où il t'a dit « Ok, ça va bien se passer » Ouais, volontiers, parce que je pense que ça pourrait aider des mamans. En fait, l'allaitement se passait super mal parce que ma fille, en fait, était super serrée dans mon bassin. Et du coup, elle avait un problème de mâchoire. Et donc, elle n'arrivait pas à attraper mon sein. Et donc, elle a perdu du poids pendant plus longtemps que ce qui est normal. Et en fait, elle n'arrivait pas à se nourrir. Et donc, elle restait au sein pendant 1 heure. Puis derrière, je devais tirer mon lait pour lui donner des compléments. Donc après, c'était le moment de repasser au sein. En fait, je dormais pas parce que je passais mon temps à allaiter ou à tirer. Et elle perdait du poids. Donc moi, j'étais au bout du rôle. Ma sage-femme a essayé de me soutenir. J'ai changé de pédiatre à ce moment-là aussi parce que j'avais les hormones. En plus, je disais non, je ne veux pas qu'on me dise que je suis une mauvaise mère. Je sais même pas nourrir mon enfant et tout. Et en fait, à la maternité, on avait vu un ostéopathe qui passait faire les visites. Parce qu'on a beaucoup de visiteurs en maternité, visiteurs, visiteuses du corps médical, donc soyez prêtes. Qui avait fait un petit check en disant, voilà, effectivement, la mâchoire est un peu bloquée, donc si jamais, passez nous voir. Et en fait, on a eu la chance de faire partie d'un programme test avec 2 types d'ostéopathie pour nouveau-nés. Et un des programmes, en fait, a super bien marché. Mais donc, on était suivis toutes les 2. Il y avait la stagiaire de l'ostéo qui passait tous les jours mesurer ce qu'elle avait mangé, si elle avait pris du poids et tout. Et ça a duré quand même 2 ou 3 semaines de traitement. Et heureusement, mon mari, du coup, avait pris son congé paternité plus des vacances. Et c'est lui qui s'occupait d'aller à l'hôpital avec notre fille pendant que moi, je dormais un petit peu pour récupérer. Et vraiment, ça nous a sauvés parce que c'était vraiment affreux, quoi. Je la nourrissais avec du sang, quoi. C'était vraiment... Désolée pour l'image, mais c'était pas top. Comme quoi, en fait, il faut demander de l'aide, je pense. Pas avoir peur parce que ça peut aussi mal se passer. Et après, c'est une décision personnelle à prendre. On peut aussi se dire, en fait, c'est pas pour moi, ça marche pas, j'en ai marre d'avoir mal. Je préfère passer du temps de qualité avec mon bébé et pas avoir peur du moment où il faudra la nourrir. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie de retourner toutes les pistes en me disant après c'est la dernière et puis ça va pas, j'arrête. Et heureusement ça a marché. Mais le message que je veux donner aussi, c'est qu'il faut pas culpabiliser si l'allaitement ne marche pas et surtout il faut pas se forcer en fait. Ouais. Comment vous vous êtes sentie dans votre corps après l'accouchement? Parce que le thème de cette table ronde c'est le corps et le postpartum. Qu'est-ce qui vous a aidé vous à vous réapproprier votre corps de femme en plus du corps de maman? Alors, je pense qu'une fois qu'on a accouché, on se sent vide, de l'intérieur du moins. Et puis, il y a un tsunami hormonal qui se met en place. Mais au fur et à mesure,
moi, je me dis tout le temps, en fait, j'ai créé un bébé. Je me dis tout le temps. Et toutes les mamans qui me disent, oui, mais j'ai une petite vergeture là, un petit truc là. Oui, mais en fait, tu viens de créer un humain. En fait, on s'en fout là. En fait, à partir de ce moment-là, moi, j'aime plus mon corps aujourd'hui, après avoir eu 2 bébés, que hier. C'est sûr et certain, quoi. J'ai repris confiance en mon corps, grâce à mes bébés. Et il faudrait que toutes les femmes, elles se disent, bah oui, j'ai créé un bébé et c'est juste magnifique, c'est magique et on est canon comme ça, quoi. Je veux dire, Après, c'est vrai que de prendre soin de soi, de s'habiller, la lingerie, les vêtements, ça aide aussi énormément. Après, il y a je pense aussi à nos maris, nos conjoints, enfin, je veux dire, à l'autre. Je trouve que l'autre aide aussi vachement dans la reconnexion à son corps. Il y a plusieurs façons de se reconnecter de ne pas rester forcément qu'avec son bébé, et de se réapproprier avec son conjoint, que ça soit par juste des câlins. Voilà, je trouve que c'est hyper important et ça aide énormément en communiquant et avec le contact, quoi. Ouais. Tout simplement. J'ai une de mes très bonnes amies avec qui j'ai fait un cercle de femmes qui a une petite fille, c'est sa 3e de 2 ans. Elle me dit c'est terrible, mais elle s'en fiche de son mari. En fait, elle dit depuis que mon bébé est là, je m'en fiche. Et comme c'était un cercle de femmes, elle pouvait dire ça pour de vrai en disant mais j'ai pas besoin de lui. Je pars en vacances avec mes enfants, il est là parce que voilà, il est là, c'est cool. Mais elle dit je pourrais très bien ne pas être avec lui. Et elle culpabilisait. Il y avait ma mère à ce cercle de femmes qui lui a dit, elle a 2 ans. Elle a dit oui, elle a dit c'est normal. En fait, il y a vraiment besoin que le conjoint ou la conjointe reprenne sa place activement et prenne ce rôle de ok, je respecte ce temps de fusion. Après, ça n'arrive pas à tout le monde, mais en tout cas pour les personnes à qui ça arrive. Et ma mère lui avait dit demande vraiment à ton conjoint de se battre presque pour reprendre sa place en douceur, mais vraiment activement. Donc ça me fait penser à Delphine, ce que tu disais tout à l'heure, donc si tu veux enchaîner avec ce sujet. Je suis totalement d'accord parce que je l'ai ressenti. Ouais. Encore plus pour ma fille, la 2e. Parce que il y a aussi un truc qui a joué, c'est que mon fils avait 3 ans quand elle est arrivée. 2 ans et demi, 3 ans, un peu les terrible tout quand même. Donc lui était très dur et à côté j'avais un bébé vraiment où c'était très fusionnel. Et donc déjà j'ai eu en vrai moi j'ai eu des difficultés à faire re-rentrer mon premier dans ce duo avec ma fille. Et mon mari, ça a mis encore plus de temps. Nous deux, ça allait, ça dépendait des moments. C'est vrai que j'avais pas besoin de lui. Alors que maintenant c'est revenu. Mais c'est ça, tout à l'heure quand je parlais d'hormones et de fusion, c'était vraiment ça. Mais c'est pas le plus simple. Après, alors moi j'adore être enceinte. J'adore avoir un ventre, j'adore avoir même pour l'allaitement quoi, même les seins qui sont gonflés, enfin voilà, j'adore ce truc là. Donc limite quand j'ai accouché, mon ventre m'a un peu manqué, mais c'est idiot, mais j'étais même encore un peu contente que ça se voit un peu quoi, que j'ai encore un ventre comme si j'étais enceinte de 3-4 mois. Et par contre, mon corps, je l'ai préféré après, moi aussi. Alors, j'ai jamais fait un 34, j'ai toujours fait un 40. Sauf que maintenant, je fais un 40 en ayant eu 2 enfants. Et donc, du coup, j'accepte beaucoup plus maintenant les imperfections de mon corps. Et des vergetures, j'en ai. Alors, je dis pas que je les adore sur la plage, hein, clairement, voilà. Mais dans mon intimité à moi, et parce que aussi, j'ai un mari qui est très... je pense qu'il aime aussi mon corps avant, mais même après. Voilà, moi j'ai aimé porter mes enfants et j'ai aimé mon corps et j'aime mon corps après aussi. En revanche, moi là où j'ai eu des difficultés aussi à retrouver mon couple, c'est que voilà, les rapports qu'on avait avec mon mari quand on voulait avoir un enfant, du coup on faisait l'amour aussi et j'avais ce désir d'avoir un enfant. Ouais. Et quand mes enfants sont arrivés, en fait j'ai mis plusieurs mois à réhabituer mon cerveau à dire en fait je peux faire l'amour avec mon mari pour autre chose, parce que j'en ai envie, mais pas parce que j'ai envie d'avoir un enfant. Et ça pour moi, c'est pour ça qu'on refaire l'amour avec mon mari, ça a été alors ça n'a pas été long, mais dans ma tête c'était vraiment en fait pourquoi, parce que là je l'ai mon bébé. Vous rigolez, mais en fait je l'ai mon bébé, pourquoi est-ce que j'irais faire l'amour avec mon mari? J'ai mon bébé, il est là, en plus on a fait du cododo, c'était trop bien, mais du coup il était là, donc voilà, tout le temps. Et moi, il m'est même arrivé un truc, c'est que dans les premiers câlins qu'on a fait, j'allaitais
Et en fait, j'avais mes vêtements aussi qui me rappelaient que non, j'étais pas en mode hyper sexy avec ma lingerie de chez Darjeeling ou un truc comme ça hyper canon. Non, en fait, moi j'avais mes soutiens-gorge de Kaby et en fait ça me ramenait à rappelle-toi, tu l'as eu ton bébé en fait. Et du coup ça, mon cerveau a eu du mal quoi. C'est vraiment la réflexion, c'est passé par des moments moi intimes avec moi-même pour me rappeler de en fait non, on fait pas l'amour avec son mari juste pour avoir un bébé. On le fait parce qu'on a envie, parce que ça apporte plein d'autres choses positives, que là aussi on a des hormones qui font du bien. Mais voilà, ça, moi, ça a été compliqué. Ok, merci. On est intime. Mais ça s'appelle Terres Intimes, c'est exactement, vous partagez vraiment ce que vous voulez et je trouve ça génial de parler de ça. Je voulais interviewer Camille Bataillon qui a créé tout un podcast autour de la sexualité et qui est spécialisée en sexopérinatalité et qui explique à quel point l'accompagnement de la sexualité et l'intimité, en fait presque plus l'intimité dans le couple après, c'est un vrai challenge qui est parfois encore plus tabou. Enfin, le pourcentage de femmes qui refont l'amour après avoir accouché sans en avoir envie, il est énorme. Et de vraiment accepter qu'il y ait ce timing où on a besoin de reconnecter l'intimement avec soi, puis avec l'autre. Donc c'est parfait. Oui, vas-y. J'allais dire aussi un truc qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs stades dans la grossesse où la libido n'est pas la même chez tout le monde. Genre moi, premier trimestre, mais je rêvais juste de dormir. Enfin, j'étais une marmotte. Ouais. Alors que mon mari, lui, avait plus de libido. Ensuite, c'est moi qui en ai eu et lui un peu moins parce qu'en vrai, il avait peur de faire mal à mon bébé. Enfin, au bébé, quoi. Après, les derniers mois, j'étais une baleine échouée, donc moi, je voulais redormir. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on s'était tous les deux dit, après l'accouchement, en fait, ça ira mieux. Une fois que bébé sera là, ça ira mieux. Et on n'avait pas pris en compte que, en fait, non. Non, il n'y a pas juste genre bébé dort pas pendant un mois, il y a ce changement du corps et on s'était juste dit ça c'est parce t'es enceinte mais après ça ira mieux et en fait non, pas forcément tout de suite quoi. Et t'as ressenti une pression, pas spécialement dans ta relation ou peut-être mais aussi dans la société de te dire faut que je gère quoi sexuellement. À la maternité il y a quand même la question qui est posée qui est vous prendrez quoi comme moyen de contraception après? En fait j'ai un bébé quoi. Mon moyen de contraception, c'est lui. Il est là. Non, mais c'est vrai. Ouais. À la maternité, on n'est même pas encore parti qu'ils nous prescrivent la pilule, quoi. Donc la pression, c'est un peu, oui, quoi. Et puis personne dit, moi, j'ai mis 3 mois et demi à refaire l'amour à mon mari. Personne ne le dit. Donc bien sûr, la pression... Et puis dans quel rôle on est, quoi. On est devenu maman, mais il est où notre couple? Quand est-ce qu'on est femme? Quand est-ce que... Le bordel? Ouais, ça on n'en parle pas spécialement. Enfin, vous vous êtes pas senti accompagné sur ce sujet-là. Est-ce que tu veux nous partager ton témoignage? Ouais, volontiers. Du coup, c'est marrant parce que on est 3 mamans avec 3 expériences différentes, donc c'est un chouette échantillon, je trouve. Moi, je disais, j'ai bien aimé être enceinte. Je trouvais ça super chouette d'avoir mon bébé en moi. Mais après, quand elle est sortie, j'étais contente aussi de me retrouver moi. Et en fait, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment. Je m'attendais pas en fait à ce que mon corps soit autant changé après l'accouchement. Je sais, c'est un peu idiot parce que tu dis, concrètement, j'ai pris 20 kilos pendant ma grossesse. Ils allaient pas partir en une nuit. Mais j'avais du mal à me projeter. Et en fait, j'ai eu du mal à retrouver la frontière extérieure de mon corps. C'est assez bizarre parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez remuant, un peu voilà. Et là, je me sentais plus. Je sentais que mon corps était trop grand et je sais pas, mon ventre était différent, mon dos était différent, j'avais un petit peu du mal à retrouver mon sens de l'équilibre et tout, c'était un peu spé. Heureusement ça va pas durer trop longtemps. Après j'ai pu me réhabituer, mais du coup ça m'a mis un peu de temps aussi à accepter ce corps, en plus qui est un corps transitoire parce que on continue à changer pendant les mois qui suivent l'accouchement. Et d'un autre côté, alors encore ambivalence de la maternité, à la fois j'étais contente de retrouver mon corps pour moi toute seule, à la fois je me sentais super seule quand j'ai accouché. Et je me rappelle, donc pour Alice, ma grande, on est rentrés après 3 jours à la maternité où en fait on voulait pas partir. Mais en fait on sait pas s'occuper d'un bébé, ne nous laissait pas partir. Et on rentrait chez moi, de m'effondrer sur le fauteuil avec mon bébé dans les bras et de pleurer pendant genre 2 heures d'affilée. Parce que je me sentais super seule et j'avais besoin de retrouver le contact de mon bébé juste pour moi. Et oui, et puis après ça a été beaucoup mieux, quoi. Mais c'était vraiment, je pense, c'est la chute d'hormones dont on parle. Pour moi, ça s'est matérialisé comme ça. Et par contre, avec mon mari, c'est marrant, on avait cette espèce de chaîne de protection. Donc moi, j'avais cette espèce d'instinct de lionne de protéger mon bébé. Donc dès que quelqu'un se mettait entre elle et moi, j'avais des sueurs froides, genre j'avais envie de leur sauter dessus et tout.
Et alors lui, il avait ça, mais pour moi. Donc c'était, je protège ma femme, il faut que j'aille chercher à manger, mais un peu genre en mode préhistorique. Je vais partir chasser. Oui, c'était un peu ça. C'était trop mignon. Et pour le coup, voilà, nous on a fait équipe en fait dès le début. Donc moi j'ai eu une expérience complètement différente dans le sens où pour nous, notre couple, c'est pas vraiment distendu. Enfin, on s'est ressoudés justement autour du bébé. Aussi, voilà, mon mari est comme ça, sa personnalité, c'est que c'est un papa, quoi. Donc là-dessus, moi, je suis super contente. Je trouve que j'ai de la chance. Et je souhaite à toutes les femmes d'avoir un mari comme le mien. Et on s'est retrouvés assez vite. Et puis, et voilà. Enfin, pour moi, le retour de la libido est arrivé assez vite pour la première. Pour la deuxième, on avait quand même une dette de sommeil. Donc, du coup, ça a un peu joué. Mais ouais, donc je disais les vêtements et les soutiens, parce qu'en fait, moi je suis pas très maquillage, masque et tout, c'est un peu ma façon de prendre soin de moi, c'est voilà, juste d'être à l'aise dans mes habits, et le fait en fait, on va tout le temps sans soutif quand on allaite, et moi à chaque fois que je le voyais, je me disais mais pourquoi la double malédiction, genre mon corps a complètement changé, j'ai un peu du mal à trouver qui je suis psychologiquement, physiquement. Et en plus, on doit mettre des trucs moches, genre c'était un peu mon petit plaisir dans la vie. Donc c'est ça que la lingerie de maternité m'a paru comme un besoin aussi de trouver un truc un peu joli qui nous corresponde en fait. Pas de se sentir invisible et infantilisé, pour reprendre un mot que tu disais, je l'ai ressenti aussi, genre tout le monde te donne des conseils dont t'as pas besoin déjà. Non, Et puis tu dois mettre un peu des vêtements... je sais pas, c'était un peu des vêtements entre guillemets d'enfant, quoi, avec des petites rayures unies, avec des petits cœurs et tout. Et c'était pas mon style à la base. Et du coup, ça m'a aidé à reprendre possession de mon corps aussi, de pouvoir me réhabiller comme je voulais. Alors bon, petite anecdote aussi, j'ai allaité pendant 6 mois mes 2 enfants jusqu'au retour au boulot. Et un des facteurs qui a fait que j'en avais marre d'allaiter, c'était déjà les fuites de lait jour et nuit. Franchement, l'horreur, quoi. Du coup, moi aussi, je fais des brassières absorbantes parce que franchement, ça devrait pouvoir être évitable. Et en fait, j'en avais marre juste de mettre ces vêtements. Je voulais juste retrouver les miens. Et je me dis, bon, ok, si je dois faire ce sacrifice-là, tant pis, quoi, je le fais. Ouais. En tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses. Il y a ne pas donner de conseils quand on n'en demande pas. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient tout le temps quand on entend les femmes raconter. Mais même tous les couples, il y a toujours une grand-mère, une tante, une amie. Ah tiens, non mais tu devrais faire comme ça. Enfin, moi, j'ai l'impression, je l'ai pas vécu, mais de ce que j'ai pu avoir. Donc déjà, ne faites pas ça. Par contre, s'il y a une demande de conseil, n'hésitez pas. Et toutes ces injonctions par rapport au désir et au corps et l'infantilisation, c'est quelque chose que je trouve assez fort. Hier, j'ai écouté une interview de Camille Freud-Vaumétry, qui est une philosophe qui a écrit un livre sur la grossesse, qui a interviewé énormément de femmes qui parlent de ça et qui disent que l'une des choses les plus compliquées, c'est qu'elles sont obligées souvent de se rappeler en se disant mais ça fait des millénaires qu'on fait des enfants, donc je vais y arriver. Et la surmédicalisation ou plein de choses énormes, et en fait il y a vraiment cet effort que les mères souvent doivent faire pour se dire non mais je sais faire et je vais m'en sortir par rapport à une infantilisation qu'il y a dans plein de domaines. Et j'avais un dernier sujet mais qui est parti, ce qui devait pas être passionnant, c'est pas très grave. Ah oui, c'est par rapport aux injonctions, si vous avez senti d'autres injonctions autour, parce que tu as commencé à en parler, toutes les injonctions qu'il peut y avoir. Quelle est celle que vous avez le plus sentie, qui vous a le plus pesé ? Delphine, je t'écoute. Une injonction, ça peut être une phrase qu'on entend mais qu'on n'arrive pas à... Oui, quelque chose qui t'a pesé. Moi, j'ai eu beaucoup la pression sur que mon enfant s'endorme tout seul. Pour le premier. Pour le sommeil, moi, j'ai entendu de tout. Ah oui, mais moi, il fait déjà ses nuits. Ah, mais de toute façon, s'il dort pas, c'est à cause de l'allaitement. Ah non, mais en fait, le berce pas. Ah non, mais s'il s'endort en porte-bébé, tu n'arriveras jamais à l'endormir dans son lit, tout ça. Alors, heureusement, avec ma deuxième... elle dort pas, mais elle dort, mais pas parfaitement bien. Donc peut-être que c'était des vrais problèmes, que c'est moi qui les cause, mais en fait, moi j'ai appris que par exemple pour le sommeil des enfants, en fait, tu t'adaptes aussi à ton enfant et à ses besoins, qu'une méthode peut marcher chez quelqu'un d'autre et pas forcément chez toi. Et pour autant, on entend dors quand ton bébé dort. Sauf qu'en fait, moi, quand mon bébé dormait, j'avais quand même plein de trucs que j'avais envie de faire. J'avais pas forcément, voilà.
Mais il y a un reel qui existe sur Instagram, un truc qui Dors quand tourne ton bébé. où on entend cette phrase il faut que tu dormes quand ton bébé dort. Et c'est des couples où, par exemple, ils sont au supermarché, ils voient leur bébé dort, ils s'allongent par terre. Ou ils sont au travail, ils s'allongent par terre. Et ils font plein de scènes en disant ce conseil est nul, en fait, parce qu'on a une vie. Et Océane, toi, tu disais que ce qui t'a aidé dans ton postpartum, c'est d'avoir une vie sociale, c'est de sortir, c'est de continuer, en fait, à avoir cette vie de femme, à faire exister, en fait, ta personnalité qui est autre. Ah, et ça me fait penser à l'idée que j'avais oubliée, qui est une femme, dans sa sensualité, sa sexualité, c'est une femme, et après, il y a la maman. Mais vous l'avez dit, de toute façon, quand on devient maman, j'ai l'impression qu'il y a ce côté, c'est faut pas que tu sois trop sexuelle, ou faut pas que tu sois trop sexy, parce que c'est un peu les archétypes de la Vierge ou la putain, c'est des archétypes qui sont là. Et vous les avez sentis, en fait, même si c'est pas spécialement conscient, vous les avez sentis. Et est-ce que vous avez d'autres exemples de moments où, dans ce carcan de mère, vous avez senti que c'était qu'une certaine femme qui pouvait exister et pas une autre? Je pense qu'il faut être fidèle à soi-même, en fait, à la femme qu'on était avant. Si on était sexy avant, je vois pas pourquoi on pourrait pas être sexy après, en fait, avec son bébé. Voilà, il faut rester tout simplement la femme qu'on était. Et je pense que, ou si on évolue, ou le fait d'être maman nous fait évoluer vers une autre femme, parce que ça nous transforme aussi. Hein. Il faut être la femme qu'on veut être, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de... Je trouve qu'il faut laisser la liberté aux femmes d'être comme elles veulent être, avec ou sans leur bébé, en fait. Ouais. Avec ou sans enfant, tout simplement. Ah, ça, c'est un vaste sujet. Tu parlais de fragilité et dans ces concepts d'exister comme on a envie en tant que femme. Quand on est maman, c'est peut-être des moments où on est plus vulnérable de par les hormones, le fait de ne pas dormir. Et c'est peut-être difficile dans ces moments d'exister en tant que femme et même de se trouver en tant que quelle femme je deviens. Est-ce que toi, ça t'a parlé, Delphine, de trouver la femme que tu es devenue? Clairement, avant qu'on arrive, avec nos marques, je vois pas comment... Enfin non, je vois pas... En tout cas, moi, je pouvais pas me sentir ultra féminine avec ce qui m'était proposé. Genre vraiment. Et après, je trouve qu'il y a une différence entre se sentir féminine, se sentir sexy. On peut aussi avoir envie de se ressentir féminine et sexy sans pour autant aller jusqu'au bout. Mais juste... et je trouve... Alors, il y a des marques maintenant qui le font très bien, mais même dans les vêtements... Enfin, moi, j'étais en vrai en t-shirt carré et legging, quoi. Enfin, pas du tout comment j'étais avant. Quand je bossais en cabinet d'expertise comptable, enfin, j'étais plutôt talons, collants, robe. Déjà, pendant la grossesse, ça n'a pas été hyper simple selon les vêtements à trouver. Ouais. Comme on dit pour les motifs, franchement, les trucs qui sont que rayés, que marinières, les soutifs blancs avec les cœurs bleu marine, on a l'impression un peu d'avoir 12 ans et encore. La mode maintenant est plus jolie. Et ça, c'est un truc que je comprends pas pour les grandes marques, par exemple, les grandes marques de lingerie. Pourquoi elles qui peuvent le faire, pourquoi elles proposent pas des gammes de maternité mais complètement canon? Pourquoi elles le font pas? En vrai, elles ont juste un clip à rajouter et... en fait, non, c'est un domaine on ne peut pas porter de la lingerie d'allaitement et être canon, apparemment. Apparemment, on peut pas, sauf que mentalement, la manière dont je me sape le matin définit mon humeur de la journée. Hein. Ouais. Que ce soit un vêtement dans lequel je me sens pas confortable, alors là, je me sentirais pas confortable même dans ma manière d'être. Alors que si je m'habille canon, je fais un défilé dans la rue, quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais. Si le dimanche, je reste en jogging pyjama, et je vais être un peu maussade. Je suis sûre que le dimanche soir, j'ai pas envie, quoi. Alors que si je me sape, alors moi, je me maquille, je me coiffe, et ça définit mon mood, quoi, de la journée. Et du coup, on fait pas d'effort à part nous maintenant, mais on fait pas d'effort pour que les femmes se sentent féminines. Mais en même temps, proposer de la belle lingerie, par exemple, les flattés qu'on fait, il y a de la couleur, il y a de la dentelle, et j'utilise pas non plus le mot sexy, parce que ça me met mal à l'aise. C'est idiot, hein, je sais pas expliquer pourquoi, mais je voudrais qu'elles se sentent féminines, mais pas forcément qu'elles se sentent sexy, parce que pour moi, sexy, ça a une connotation de dire, alors je me trompe, mais c'est dans ma tête, de dire... Ok, là, je suis prête à faire l'amour avec mon mari, par exemple. Alors que moi, je veux juste, ok, je suis prête à me sentir belle, à me sentir femme, à me sentir élégante et désirable. Mais pour moi, en fait, la féminité, c'est plutôt pour moi, alors que sexy, j'ai l'impression pour les autres. Ouais. Mais ça, je comprends totalement
ce côté sexy, c'est comme si dans l'esprit, puis on grandit quand même avec cette idée, c'est bien qu'une femme soit sexy, soit belle, mais pas trop. Enfin, il y a beaucoup d'objectification du corps, etc. Donc, je comprends très bien quand tu dis. Et je suis pas sûre que ce soit juste toi. Je pense que quand tu l'expliques, de la manière avec laquelle tu l'expliques, enfin, moi, je ressens, je me dis, ah oui, je comprends. C'est pour moi que je le fais, et tu veux pas créer une fausse injonction de sois sexy pour le monde, pour ton mari, etc., ou pour ta femme. Juste, ouais. Donc, c'est très clair. Je crois que Julie a l'air d'être d'accord. Ouais, mais j'étais en train de hocher la tête. Mais tout à fait. Et puis, enfin, je pense aussi que c'est un moment de la vie où on n'est pas très réceptive au côté sexy, dans le sens plaire aux autres, parce qu'on a besoin d'abord de se retrouver soi et de, comme tu dis, de se plaire à soi. Et avec Callisto, du coup, c'est un peu la même idée. Je dis pas non plus sexy, parce qu'on me dit, ah ouais, mais la dentelle, c'est sexy, mais oui et non. En fait, l'important, c'est de se sentir d'abord soi-même, pouvoir retrouver son identité, sa féminité. Et puis après, on pense à la suite, quoi. Enfin, et la suite étant, est-ce que j'ai envie de faire l'amour et d'être sexy pour quelqu'un d'autre, quoi. Après, ça m'a fait beaucoup penser ce que tu disais sur les archétypes de la Vierge et la putain, parce que ça expliquerait peut-être pourquoi les marques de lingerie un peu sexy se positionnent pas sur ce marché, parce qu'en fait, c'est encore assez tabou, la sexualité de la femme postpartum, et du coup, ça rentre peut-être pas dans leur ligne, je sais pas, hein, j'imagine, mais ça pourrait être un facteur, parce que clairement, c'est pas un problème technique. Enfin, avec nos marques, on le fait, c'est possible d'avoir des jolies lingeries allaitantes, effectivement. En fait, au début, je pensais que c'était ça, que c'était un problème. Il n'y avait pas d'atelier qui le faisait, ou bien est-ce que c'était un problème d'ouverture, je sais pas, de géométrie, mais non, c'est autre chose. Ouais. Il y a vraiment le truc, le tabou de la sexualité, c'est un peu la dernière question. Je sais pas, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur ce sujet ? Vas-y Delphine. Non, ça m'a fait penser à un truc à vous écouter. Un truc aussi, dans le postpartum, la communication. Ouais. Moi, je vois, C'est ça. avoir un bébé, c'est aussi avoir un nouveau rythme, c'est répartir des tâches aussi. Enfin, moi, clairement, si je communique pas avec mon mari et que j'ai une dispute ou un truc qui me perturbe, et ben clairement, aller faire l'amour, j'aurais pas du tout envie. Ouais. Sauf qu'en fait, quand Maë est arrivée au tout début, et ben en fait, l'équilibre, franchement, des tâches, c'était pas ça du tout. Moi, j'étais fatiguée, lui, il était retourné au boulot, mais quand il rentrait, il avait pas forcément... Enfin, il avait envie aussi de se reposer en rentrant. Alors que moi, j'avais eu toute la journée, mais en même temps, je travaillais pas, oui, mais j'étais quand même à m'occuper de mon bébé. Donc au final, on a mis longtemps aussi à communiquer sur comment rétablir aussi l'équilibre. Et du coup, je trouve que ça aussi, dans le postpartum, il y a aussi ce volet-là de communiquer, que chacun retrouve sa place et de pas hésiter à dire, en fait, là, ce qu'on est en train de faire, ça me va pas trop, quoi. Ouais. On parle, là, on en a pas parlé, mais le baby clash, ça existe vraiment. Ça fait partie des fois du postpartum, mais je pense que, alors pas tout couple peut le frôler, mais en tout cas, ça n'arrive pas qu'aux autres, je pense, le baby clash, et c'est pas pour rien. Parce que c'est lié intimement au postpartum, à l'intimité que tu retrouves ou pas pendant cette période, je trouve. Ouais. Le baby clash, c'est la possibilité de se friter. Et d'ailleurs, je crois que c'est un couple sur 3 qui se sépare la première année quand l'enfant a moins d'1 an. Donc, et peut-être que ça peut être évité avec justement la conscience et la... Ma voix est très réverbérée dans le hall, là. Océane et Julie, est-ce que vous avez des expériences ou des retours par rapport à ça ? Alors moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait pas se séparer la première année. Ouais. Mais moi, je l'ai entendu, j'ai pas d'enfant. Donc, Ne vous séparez pas la première année. Je pense que... Déjà, en prenant soin de soi, en se reconnectant à soi, on se sent mieux. Comme on dit, happy mommy, happy baby. Et c'est plus facile aussi de communiquer avec son mari quand on n'est pas énervé, fatigué. Enfin, quand on se sent bien, la communication est beaucoup plus fluide. Et puis, je pense le point essentiel, c'est la communication. En fait, expliquer à son mari ce qu'on vient de vivre et d'expliquer les hormones, ce qu'on ressent à tel moment. Voilà, mais je me sens triste. On peut, forcément, avec les hormones, c'est les montagnes russes. Et je pense qu'avec l'allaitement, en fait, elle continue à nous jouer des tours. Donc, ne pas hésiter à expliquer au mari, j'allaite. Ça fait que j'ai pas forcément envie, mais par contre, on peut se retrouver. Qu'est-ce que toi, tu as besoin ? Savoir leurs besoins à eux, parce qu'en fait, on met toujours nos besoins à nous. On parle souvent des besoins de la femme, il faut en parler. Mais eux, en fait, ils sont spectateurs. Déjà,
ils sont pas forcément, ils savent pas trop comment ça marche non plus. Hein. C'est des nouveaux rôles aussi pour eux. Et je pense que c'est important de leur laisser la place et qu'ils eux s'expriment sur ce que eux ils veulent aussi. Et trouver en fait un terrain d'entente entre ce que les deux veulent. Et je pense que c'est ça le nerf de la guerre en fait. Ouais. Et pour moi aussi, je trouve que ce qui est très important, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça au début du postpartum, c'est le déséquilibre en fait que ça amène dans le couple, le fait d'avoir un bébé. En fait c'est le bateau et sur la mer tout va bien, on est content et tout, puis en fait t'as un bébé et zut, t'as la méga tempête, faut tout remettre en place. Et effectivement la communication c'est super important. Et aussi, éviter que la frustration ne monte. Et puis, il reste toutes les tâches ménagères à faire. Et effectivement, quand t'es à la maison avec ton bébé, je trouve que c'est un travail à plein temps, déjà juste ça. Alors, si en plus, il faut rajouter la lessive, faire à manger, tout ça, alors merci beaucoup. Ouais. Mais là-dessus, je sais qu'il y a un débat en France là-dessus qui s'est lancé suite au discours du président, mais avoir un congé de naissance plus égalitaire entre les deux coparents, pour moi, c'est vraiment un truc important parce que le fait que les papas ou les coparentes je sais pas combien c'est chez vous, mais chez nous, c'est 2 ou 3 semaines, je crois, par rapport au congé maternité, forcément, ça peut pas introduire une égalité, quoi. Nous, en tant que maman, on doit récupérer physiquement, on doit se faire un petit peu à toutes ces transformations hormonales. Et là-dessus, les conjoints et conjointes peuvent aider à ne serait-ce qu'à prendre en main la logistique, créer aussi du lien avec le bébé. C'est hyper important de passer un maximum de temps avec... Et pour moi, 2 ou 3 semaines, c'est pas assez. Et il faudrait un truc beaucoup plus égalitaire, que ce soit la même durée, peut-être obligatoire, et puis après un peu de flexibilité. Et aussi vis-à-vis du monde du travail. Parce qu'entre une nana qui va s'absenter entre 3 et 6 mois, voire plus, et un gars qui va revenir après 2 semaines, la compétition est pas faire, quoi. Donc voilà, je pense que là aussi, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ça, c'est sûr. Hier, dans l'interview que j'ai écoutée de Camille Froidevaux, il y a des très très belles réflexions qui naissent de la nouvelle manière de faire famille. Donc il y a les femmes célibataires, il y a les femmes lesbiennes, il y a les personnes trans. Et en fait, elle dit que les femmes, par exemple, seules qui ont des enfants, elles mettent en place tout un village. Elles ont une amie qui va l'aider. En fait, elles mettent ça en place consciemment. Une amie qui aide à faire à manger, une amie qui vient faire le ménage, une amie... Parce qu'elles savent qu'elles sont des femmes seules. Et en fait, elles disent souvent... les études qu'elle a faites, ces femmes se sentent moins seules que des femmes qui sont en couple hétéro et qui ont des enfants. Et elle dit, en fait, c'est juste parce que... On peut parler du patriarcat pendant 50 ans, mais là, c'est juste de dire parce que y a des nouvelles manières, il y a des nouveaux modes de vraiment faire ce village et ce soutien. Et donc, ça fait... là, c'est que du soutien des personnes qu'on a autour. Et donc, on a besoin d'hommes qui fassent les tâches ménagères. Et oui, on a besoin au niveau des droits qu'ils puissent le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est 28 jours, je crois, le congé paternité. Donc c'est autre chose, je crois, que le congé dont parlait le président dans son discours. Là, j'ai plus le nom. Mais c'est une nécessité. En tout cas, pour la fin de cette interview, je voulais vous poser une question plus intime. C'est au niveau des tabous et comment... le nouvel accompagnement au postpartum, si on parle de la sexualité et de l'intimité, comment ça peut démystifier des tabous? Et si vous, dans votre sexualité, il y a des tabous dont vous auriez aimé être au courant? Voilà. Si Delphine, t'as l'air d'avoir envie de répondre, alors j'ai pensé à un truc comme ça. Alors, pour moi, il y a 2 sujets que j'aimerais qu'on parle, alors pour le coup plus, mais qui sont très intimes. Et c'est déjà... il y a 2 volets. Il y a le côté masturbation féminine pour le coup, pour apprendre à retrouver son corps, et j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais réapprendre qu'est-ce que c'est que le plaisir, le désir, retrouver son corps, savoir aussi qu'on peut être dans l'intimité qu'avec soi-même et pas forcément à la recherche aussi du bonheur de quelqu'un, enfin de la personne avec qui on est et de son plaisir. Donc ça, c'était un premier point. Et un autre point, alors ça ne m'est pas arrivé, mais je pense que c'est un sujet important. Je crois que ça s'appelle le vaginisme. Ouais. Et notamment, j'ai lu un bouquin à ce sujet-là, qu'il y avait aussi une partie qui arrivait justement après une grossesse et un accouchement, parce que ça pouvait être aussi lié à l'accouchement qu'on vivait. Et tout à l'heure, on a évoqué un peu, mais au fait que nombre de femmes qui se reforcent un peu les premières fois après avoir accouché, et que ça peut créer des vraies douleurs et qui peuvent être traumatiques pour le corps. Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce que le corps sait que potentiellement, il n'a pas envie et qu'il va avoir mal, il se resserre encore plus et on a encore plus mal. Et je pense que c'est un vrai sujet. Et par exemple, tout à l'heure, on parlait pour les sages-femmes,
Je pense que dans les préparations à l'accouchement, en fait, on devrait rajouter un volet préparation au postpartum et à la sexualité. Parce qu'en fait, tout ne s'arrête pas à l'accouchement et après, il n'y a plus rien. Ouais, ça, c'est sûr qu'on l'a bien compris depuis le début. Non, mais c'est vrai, Non, mais hein, c'est fou. tellement important. Ça s'arrête là, c'est tiens, ton bébé est né, rentre chez toi, bon courage, ciao, Ouais, on se voit au salut. prochain. Voilà. Mais en fait, pas non. possible. Et de dire que c'est, même si on est devenu maman, c'est OK de pratiquer la masturbation aussi, que c'est OK de pas avoir envie, et que non, en fait, c'est pas genre l'appétit vient en mangeant, quoi. En vrai, non mais c'est vrai. Je suis Moi, ça désolée. m'a toujours C'est un dérangé peu cette cru, phrase. mais c'est pas, non, Ouais. c'est pas vrai en fait. On croyait peut-être ça il y a 50 ans, mais pas aujourd'hui en fait. Mais oui, exactement. Il y a une Je suis personne totalement du d'accord. public qui vient de nous montrer un sextoy. Il faut utiliser ça. Mais on est totalement d'accord. Et oui. Totalement d'accord. Et le sujet de la masturbation, c'est même quand on parle de réappropriation du corps, il y a tellement d'outils et la masturbation en fait partie. Même il y a des femmes qui ont peur d'avoir des orgasmes, de se dire mais parce que ça crée des contractions dans l'utérus d'avoir un orgasme, donc de se dire bah moi j'ai pas peut-être très envie. Donc de pouvoir le faire avec soi de son côté. Alors il y a vraiment de la zik. Là on est dans un mode de podcast Champagne. ambiance. Ça c'est parce qu'on a parlé sextoy, c'est pour ça. Ils ont senti le truc. Donc de se réapproprier ce plaisir, de se caresser. Et il y a aussi tout un tabou autour de la masturbation pendant la grossesse, ou une conversation qu'on pourrait avoir de non ça fait pas mal au bébé de faire l'amour. Mais en même temps je comprends que des personnes se posent cette question. Donc, vous confirmez qu'on peut avoir du sexe chill pendant la grossesse. Ah oui, Oui. oui, oui. Il est loin, hein, il est loin le bébé sans rien. Et jusqu'au bout, et même des fois ça favorise à la fin Ouais. pour l'accouchement, dilater le col, etc. Et en fait, ça nous donne des bonnes hormones, tout simplement. Ouais. Ces hormones de plaisir qui aident aussi pour l'accouchement. Et ça nous donne aussi, en postpartum, des bonnes hormones pour aussi affronter son postpartum. Hein. Ouais. Si bien sûr on a envie, ou si on retrouve l'envie, surtout c'est un truc qu'il faut pas s'arrêter, quoi. Si on a envie, il faut y aller, quoi. Ouais. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, happy mommy, happy baby. Oui. C'est ça. On n'a juste pas le même équilibre et la même souplesse avec un gros ventre, quoi. Ouais. Il faut être imaginatif fois, au niveau des. Voilà. Il y a toujours moyen de s'arranger. Il y a des problèmes, on peut trouver des solutions. Voilà, Il ne faut pas se créer des faux problèmes pour rien, quoi. Et Océane et Julie, est-ce que vous avez des tabous où vous auriez aimé, dont on vous parle, ou juste vous avez entendu des amis, des proches, et vous vous dites, ok, ça, il faut qu'on en parle plus. Est-ce que vous avez des idées? Moi, je fais partie d'une famille où il n'y a pas beaucoup de tabous, honnêtement. Ouais. Et contrairement à mon mari, où on parle de rien, on parle pas du tout d'ailleurs. Et donc ça pourrait faire un décalage, etc. Mais c'est vrai que je trouve que ça crée une part de liberté, la communication. Et Ok. je demandais à mon mari d'ailleurs, j'ai dit mais depuis qu'on s'est rencontrés, comment tu te sens? Et c'est vrai qu'il se sent mieux dans ma famille que dans la sienne, parce qu'il se sent plus lui, plus libre, etc. Donc c'est quand même un gros sujet quand même. Ouais. Et Julie? Ouais, en fait, moi j'étais en train de réfléchir intensément pour voir ce que j'allais répondre. Bah, c'est pas tellement du côté tabou, enfin en tout cas, j'en ai pas, je me suis pas retrouvée face à un tabou, mais il y a un peu ce côté réinventer sa sexualité après avoir eu un enfant, parce que en fait, le rythme est différent, on est fatigué, on a comme tu disais, nos petits contraceptifs dans la maison, genre est-ce qu'ils vont se réveiller? Ouais, donc un peu, effectivement, communiquer c'est super important, je suis tout à fait d'accord. Et puis par rapport d'essayer des nouveaux trucs si on a envie, quoi, en parler à deux, et puis et voilà, enfin un peu explorer, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que le retour du désir et un peu de ce contact physique, ça peut être un peu challengeant, ou en tout cas quand on est fatigué, qu'on reprend le boulot et tout, on a un peu moins ça en top of mind, quoi, l'activité sexuelle. Donc ouais, prendre le temps, en fait, si on a besoin de prendre le temps pour un peu se retrouver, communiquer. Ouais, réinventer la sexualité. Mais c'est vrai qu'avoir ce volet-là dans la préparation à la naissance et au postpartum, ça pourrait être intéressant aussi, ne serait-ce que pour donner un début de conversation dans les couples. Pas forcément genre donner des guidelines et faire voilà, un petit carnet de position, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Le Kama aussi, Sutra non, des c'est parents. ça, mais juste Il y a pour les pouvoir caresses, donner il y a l'opportunité, câlin, la porte, ouvrir la que porte le rapport. à la communication sur le sujet, quoi. Oui, réinventer l'intime, la sexualité, et en tout cas ouvrir la porte à ça va être un sujet. Ouais.
Donc, Pour pas être tombé un petit peu de l'arbre. ouais. Non, mais justement, c'était ma dernière question. Je voulais vraiment vous remercier parce que j'adore la vie des gens et surtout ce sujet que je trouve tellement important. Donc, merci d'avoir pris ce temps. Merci à toutes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Quand je serai en postpartum et que j'aurai besoin de lingerie, de chemise. Merci à toi, en tout cas, de nous avoir invités. Merci. Voilà. On aurait eu un petit café, là, on était chez nous, quoi. C'est ça. C'est vraiment une petite bulle intime comme ça, comme si on se connaissait depuis toujours et qu'on échange sur des sujets super perso, tu vois. Normal. Alors, voilà. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode et cette première table ronde Terres Intimes vous a plu. Pour ne rien rater de la suite de ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à lui mettre 5 étoiles. Je souhaite remercier une nouvelle fois Delphine, Julie et Océane pour ce moment d'authenticité et de sororité. Et un grand merci à Théo Carlinet au mixage son et à Didier Benetti à la musique. Rendez-vous lundi prochain pour le 4e épisode de cette série spéciale où j'ai l'immense joie d'accueillir Manon Luga, la créatrice du superbe compte Instagram Le Cul Nu. À lundi prochain.